transition. Et vous, salariés, cadres ou dirigeants, découvrez IMTBS Executive Education. Des programmes de formation pour permettre aux entreprises et aux administrations d'affronter les nouveaux enjeux numériques, éthiques et sociétaux. Alors vous aussi, devenez acteurs du changement. IMTBS Executive Education, les compétences clés pour un monde numérique responsable. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir à ce webcast de présentation du master spécialisé Conseil et Management en système d'information. Je m'appelle Marie-Bia Figueiredo, je suis responsable du programme et aujourd'hui avec moi, Michel Maurice de Mouriou qui co-dirige le programme avec moi, Anissa Hassen qui est une étudiante actuellement dans le programme et Myriam Rouvalka-Bavara qui est une ancienne du programme. Bonjour à tous les trois, merci d'être présents. Alors, cette présentation va s'articuler en plusieurs temps. D'abord, avec Michel, on va vous présenter le programme, évidemment l'école également. Ensuite, on passera la parole à Anissa, qui témoignera de son expérience en tant qu'étudiante au sein du programme. Ensuite, Myriam prendra la parole pour parler un petit peu plus de son expérience, de son vécu, et puis de ce qu'elle fait aujourd'hui en tant que diplômée. Ensuite, on passera sur un temps de questions-réponses. Donc, vous n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on vous répondra. Alors, on va peut-être commencer par présenter notre école, donc Institut Mines Telecom Business School. On a 45 ans d'existence, donc on existe depuis 1979. Et on est une grande école de management qui se positionne vraiment en première ligne des transformations numériques et sociétales. Donc dans notre ADN, le numérique est très très fortement présent. Et on est la seule école de management au sein du groupe de l'IMT, qui est le premier groupement d'écoles d'ingénieurs de France. Donc, au sein de ce grand réseau, des écoles prestigieuses comme Télécom Paris, Télécom Sud Paris, avec qui on partage le campus à Ivry, IMT Atlantique, notamment, Mines Saint-Étienne, etc. Vous les voyez apparaître à l'écran. Donc, on est une petite école à taille humaine, mais qui compte 1300 étudiants, une faculté de 64 enseignants-chercheurs. On propose 32 doubles diplômes, donc 13 ingénieurs-managers. Donc, l'hybridation est vraiment au cœur de notre identité. On a plus de 140 universités partenaires dans 45 pays. Et au total, on a un réseau d'anciens, d'alumni, de 8800 diplômés. Chaque année, on diplôme à peu près 400 étudiants. Notre particularité, c'est qu'on est une école publique, socialement inclusive, et on est heureux d'avoir été classé par le Financial Times comme la première école de management française pour la valeur ajoutée, c'est-à-dire le rapport entre le coût de la scolarité et le salaire d'embauche à la sortie. Donc ça, c'était le classement 2023. Donc voilà pour l'école. Maintenant, on va vous parler un petit peu plus du programme auquel vous envisagez ou vous avez peut-être déjà candidaté. Donc le master spécialisé Conseil et Management en système d'information. Sa raison d'être, c'est vraiment de former des professionnels qui vont être capables de concevoir et de manager un système d'information agile et vertueux, donc c'est-à-dire à la fois qui soit porteur d'innovation et porteur de confiance pour soutenir une transformation numérique responsable dans l'entreprise. Si vous pouvez changer de slide, s'il vous plaît. Merci. Son positionnement, c'est qu'on est une formation Bac plus 6 sur 12 mois, qui est proposée en alternance, qui va se situer vraiment au croisement des sciences du management et des sciences de l'ingénieur, et qui va se situer vraiment au cœur de l'expertise historique de l'école, dans le domaine du numérique et des systèmes d'information, puisqu'on a une équipe de 15 enseignants-chercheurs permanents au sein de l'école, spécialisés sur les systèmes d'information.
depuis quasiment la création de l'école. C'est un programme qui a été conçu en collaboration avec des professionnels du système d'information, à la fois issus du monde du conseil, mais aussi des grandes DSI, enfin des DSI des grandes entreprises du CAC 40 comme Suez, Vinci, entre autres. Alors, ce programme a la particularité de viser un public assez diversifié. Et je dirais que c'est ce qui le caractérise, mais c'est aussi ce qui fait sa richesse. C'est vraiment qu'on mise sur l'hybridation des profils. C'est-à-dire que quand on va constituer nos cohortes avec Michel, on va à la fois cibler des profils techniques, des profils issus d'un parcours ingénieur ou en informatique, qui vont avoir envie de se doter d'un background un peu plus solide en management, en stratégie, pour pouvoir évoluer vers le conseil en système d'information sur des missions en lien avec la stratégie IT, avec la gouvernance, avec l'architecture du système d'information ou encore la transformation numérique. Deuxième profil ciblé par ce programme, c'est des profils plutôt issus d'un parcours en management, donc disposant d'une expertise métier. Alors, parmi nos candidats, on a beaucoup de personnes qui ont fait par exemple de la gestion des ressources humaines, du contrôle de gestion, de la finance, qui ont déjà eu au cours de leur parcours ou leur stage, une première approche d'un projet de système d'information ou une première approche du numérique et qui ont envie vraiment de se spécialiser dans ce domaine, éventuellement pour exercer en cabinet de conseil sur des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de conseil en transformation numérique, par exemple, auprès des directions métiers de grandes entreprises. Et puis le troisième public, c'est plus des profils qui vont être expérimentés, c'est-à-dire qui sont sortis de l'école depuis un moment, qui ont déjà engrangé quelques années d'expérience, qui n'ont pas forcément de bac plus 5, mais qui, pour accéder à des fonctions managériales ou à des postes à responsabilité au sein de leur structure, vont avoir besoin de compléter leur parcours d'études. Et dans ce cas-là, effectivement, le master spécialisé s'adresse à eux également. Je précise, ça ne figure pas sur le visuel, mais je précise que c'est aussi un programme qui peut répondre à une démarche de validation des acquis de l'expérience. Alors, les objectifs pédagogiques, alors évidemment, pour chacun des cours du programme, il y a des objectifs spécifiques en lien avec chaque module, mais d'un point de vue un peu macro, je dirais qu'à l'issue de la formation, on se fixe 3 objectifs pour vous. Enfin, on aimerait que vous soyez capable de faire 3 choses, trois grandes métacompétences. La première, c'est que vous soyez en capacité d'accompagner les transformations d'une organisation et pour ça d'aligner leur système d'information afin qu'ils puissent répondre à ces nouveaux enjeux. Donc l'objectif, c'est bien d'être capable de comprendre, d'interpréter les objectifs business, les objectifs stratégiques d'une entreprise pour trouver les solutions organisationnelles et technologiques qui vont permettre de soutenir cette stratégie, de soutenir le développement soit du métier, soit d'une entreprise à plus grande échelle. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est aussi que vous soyez en capacité d'être force de proposition, d'innover, d'impulser des transformations de l'organisation par le système d'information et par le numérique. C'est-à-dire que là, ce qu'on vise, c'est que vous puissiez détecter, comprendre les opportunités qu'offrent les technologies émergentes, que vous soyez capable d'analyser leur potentiel de création de valeur pour une entreprise, de matérialiser les bénéfices métiers qu'on peut en tirer. Alors, que ce soit les techno émergentes ou aussi la donnée, hein, bien sûr, ça c'est très important pour les systèmes d'information, en réfléchissant à des nouveaux cas d'usage, à des nouvelles expériences clients, à des nouvelles pratiques métiers et managériales. Vous savez aujourd'hui qu'avec l'IA générative, tout est en train de bouger, tout est en train de se chambouler. On s'interroge beaucoup sur le futur du travail, le futur des métiers, quasiment dans tous les secteurs d'activité.
Donc là, l'idée, c'est de vous rendre capable de vous projeter vers des nouvelles pratiques professionnelles, des nouvelles pratiques managériales et des nouveaux cas d'usage dans une démarche d'innovation. Et puis le troisième objectif aussi de ce programme, c'est que à la sortie, vous puissiez accompagner des DSI dans leur grande transformation, transformation de son business model d'une manière générale, c'est-à-dire à la fois son modèle stratégique, son modèle de gouvernance, son modèle opérationnel, économique et son modèle de compétences. L'idée, c'est pour soutenir la transformation numérique de l'entreprise, hein, comment accompagner, comment transformer la DSI, comment adapter ses capacités, ses compétences pour qu'elle puisse soutenir, accompagner la transformation digitale de l'entreprise et la réussir. Voilà. Donc ça, c'est les trois objectifs cibles transverses à l'ensemble du programme qu'on se fixe pour vous à la sortie. Alors, du point de vue de l'approche pédagogique, on privilégie 4 principes dans ce programme. Le premier, évidemment, c'est la professionnalisation. C'est-à-dire qu'on veille évidemment à avoir un équilibre assez subtil entre des intervenants académiques et des intervenants professionnels. Tout à l'heure, j'en parlais, mais parmi les professionnels, on fait aussi très attention à diversifier les horizons. À la fois des personnes venues du monde du conseil, des personnes qui travaillent au sein de grandes entreprises aussi, des experts du CIGREF qu'on essaye d'associer à notre programme. On organise très régulièrement des rencontres avec des employeurs potentiels à la sortie du master spécialisé, donc des cabinets de conseil notamment. Voilà, donc ça c'est le premier principe et ça on y tient beaucoup. Le deuxième principe, c'est de privilégier une pédagogie active qui privilégie l'apprentissage par l'expérience, ce qu'on appelle le learning by doing. Donc on va beaucoup miser sur une diversité de formats pédagogiques avec des études de cas, des mises en situation projet, des simulations, un datathon, un hackathon. Voilà, on essaye vraiment de varier toutes les modalités pédagogiques possibles et surtout de privilégier la mise en situation. Et la mise en situation collaborative, c'est-à-dire que vous allez énormément travailler en équipe. Quasiment exclusivement d'ailleurs en équipe, puisque évidemment dans le domaine des systèmes d'information, mais comme dans beaucoup de métiers, on fonctionne beaucoup en équipe projet et donc être capable de travailler de façon collaborative est une compétence cœur. Troisième principe, c'est l'accompagnement, c'est-à-dire qu'évidemment, avec Michel Maurice de Mourioux, on est très attentif voilà, à vous conseiller, à vous accompagner au mieux dans la concrétisation de votre projet professionnel et dans vos souhaits d'insertion professionnelle à l'issue du programme. Et puis le dernier principe qui est un peu lié à ce que je viens de dire sur le travail en équipe, c'est que on met à l'épreuve vos soft skills toute l'année, apprendre à travailler en équipe pluridisciplinaire, puisque vous serez amené à travailler à la fois avec des personnes issues du métier, hein, donc d'un métier comme les SI, le compta, la compta, le contrôle finance, etc., que des personnes qui ont un background plus ingénierique. Donc, apprendre à travailler en équipe pluridisciplinaire, à s'appuyer sur la complémentarité des compétences, être ouvert, travailler son aisance relationnelle, sa capacité d'expression orale, écrite, et puis surtout l'agilité intellectuelle. Ça, on y tient beaucoup, c'est-à-dire être capable de s'approprier rapidement un sujet, même quand on n'est pas familier avec ce dernier. Le rythme est assez soutenu puisqu'on est sur un rythme d'alternance et vous verrez qu'on couvre une très grande diversité de sujets tout au long de l'année. Donc voilà, de quoi exercer votre agilité intellectuelle. Alors, pour ce qui concerne des missions en alternance, là vous avez sur ce visuel quelques-unes des entreprises qui accueillent nos étudiants.
Dans le cadre de l'alternance, hein, pas à la sortie, dans le cadre de l'alternance. Ce qui est assez intéressant, c'est que d'une année sur l'autre, on a des tendances un petit peu différentes. Typiquement sur la promotion 2022-2023, on avait une grande partie de nos élèves qui étaient placés plutôt dans des cabinets de conseil, 31% plutôt dans des grandes entreprises, plutôt côté des directions des systèmes d'information, et 15% en cabinet d'audit. Cette année, c'est un tout petit peu différent, mais bon, voilà, c'est fluctuant, ça dépend un peu du marché. On a beaucoup plus d'étudiants placés dans des DSI de grandes entreprises et 20% qui sont en alternance dans un cabinet de conseil. Voilà, je vais passer la parole à Michel à présent. Bonjour à tous. Alors, on va parler dans un premier temps d'organisation et des modalités pratiques. Donc, l'effectif cible, en fait, c'est entre 15 à 25 étudiants. Il faut savoir que sur les dernières années, on est plutôt sur une phase de progression continue. Le format de l'alternance, c'est donc une semaine en cours, 3 semaines en entreprise. Il y a 12 semaines de cours par an, ça fait 420 heures et les jours sont des jours de 7 heures de cours. Alors le lieu des cours, enfin les lieux de cours c'est à Paris, dans les locaux dont dispose l'école à Paris. Donc c'est dans le deuxième. C'est à peu près à mi-chemin entre le Forum des Halles et Opéra. Donc on est vraiment au cœur de Paris. Donc pour être précis, donc tous les cours auront lieu donc à Paris deuxième, sauf le premier jour de cours, parce que pour la journée d'accueil, on vous demandera de venir en fait à Évry, d'abord pour vous accueillir, pour faire tous les documents en fait d'intégration, et puis pour que vous présentez notre campus. Alors maintenant, je vais vous parler de la structuration, enfin de l'architecture du programme. Donc on a structuré le programme en 5 UV. Donc voilà, 60 jours de cours, 420 heures au total. Alors la première unité de valeur, en fait, est intitulée Vision et stratégie de la DSI. Alors dans ce cadre-là, on a 3 modules en fait, la transformation digitale, avec une présentation de ce qu'est la transformation digitale, puis des cas d'application ou des cas d'usage de la transformation digitale sur 3 jours. Alors, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que on a, ce qui est à peu près constant à tous nos modules, c'est qu'il y a une partie théorique et une partie appliquée. La partie théorique est en général enseignée par les enseignants-chercheurs de l'école, et la partie appliquée est assurée par des professionnels. Donc, on est vraiment en prise avec les problématiques du marché, les problématiques du moment. Donc, dans le cadre de la transformation digitale, par exemple, on va travailler avec Devoteam Consulting. Ensuite, autre module, donc gouvernance et SI d'entreprise digitale. Donc là, on va voir tout ce qui est concept, démarche, normes et référentiels en fait de gouvernance. Ce cours va être assuré par un professionnel en fait de groupement des mousquetaires, et il y aura un cas d'application d'une journée qui sera assuré par Devoteam. Troisième module, donc architecture SI. Dans ce cadre-là, donc on va voir tout ce qui est architecture Core IT, Fast IT, on va voir les API, on va voir le cloud computing. Donc ces enseignements vont être assurés pour partie par des intervenants de Telstat, et pour le cloud computing par des intervenants de Magellan Consulting. Seconde UV, enfin seconde unité d'enseignement, donc ce qu'appelle métier DSI. Donc ça, c'est le cœur historique en fait de notre métier. Donc là, on va s'intéresser au changement organisationnel et comment en fait mener un changement organisationnel. Donc on verra le concept de process métier, de cartographie de process métier, de description de process métier, de réingénierie de process métier. Et ensuite, on verra en fait comment concevoir le système d'information qui va permettre de supporter la nouvelle organisation. Donc là, on est typiquement dans une entreprise en fait qui avait une stratégie, qui a conçu une organisation, un système d'information pour supporter en fait ces stratégies, et qui, au bout d'un certain temps, change de stratégie. Donc on a maintenant une nouvelle stratégie avec une organisation et un système d'information qui sont datés. Et donc, la problématique, le projet va être de comment je fais en fait évoluer l'organisation et les SI existants de façon à ce qu'ils répondent à la nouvelle stratégie que veut mettre en place l'entreprise.
On va passer donc troisième unité d'enseignement, donc audit et management. Donc là, on va s'intéresser en fait à l'approche par les risques, une approche globale par les risques. On va s'intéresser aussi à l'audit des systèmes d'information, aux aspects sécurité, cybersécurité. Et puis, on aura une journée sur la gestion de crise. Alors là, ces enseignements vont se faire en partenariat avec des personnes d'Advolis, donc il y a un cabinet de management des risques et d'audit, avec Wavestone, avec Avanade. Voilà, donc on a une journée sur la gestion de crise où on simulera en fait le matin quand vous arrivez une crise et on vous apprendra donc à gérer en fait cette crise tout au long d'une journée avec plein d'événements qui vont survenir, etc. Deuxième module, management intelligence de la donnée. Donc ça, c'est tout ce qui touche au data management. Donc on a 2 jours là de cours sur les données structurées. Bon, ce sont des rappels, hein, donc comment recenser les données qui font sens, comment les structurer, comment les dériver vers un schéma de base relationnel. Donc ça, c'est sur 2 jours. Et puis on aura 6 jours et demi sur tout ce qui touche à l'IA. Et ça va se faire avec le Capitex MC2I. 2 jours ensuite sur le pilotage des coûts de la valeur et de l'empreinte carbone de l'IT. Voilà pour cette troisième unité d'enseignement. Sur la quatrième unité d'enseignement, donc agilité et gestion de projet dans un premier temps. Donc 3 jours sur l'agilité et puis des rappels sur la gestion de projet, la gestion d'équipe. Ensuite 5 jours sur les fondamentaux du développement informatique. Alors là, on va revoir les aspects algorithmiques, programmation orientée objet, Python, SQL, et puis on aura un fil conducteur qui est un cas d'application. 3 jours sur le ERP, on s'intéressera à SAP, enfin à certains modules de SAP. Et on termine par la dernière unité d'enseignement, qu'on a nommé impact sociétal et efficacité personnelle. Donc on a un premier module qui s'appelle manager responsable. Donc dans ce cadre-là, en fait, on va voir les enjeux éthiques des projets systèmes d'information, on verra le RGPD, on verra la responsabilité sociétale, responsabilité environnementale, et puis en fait la responsabilité éthique qui est liée au logiciel d'IA. On fera ça pendant une journée. 2 jours et demi sur les méthodologies de recherche et puis sur l'aide à la rédaction de votre thèse professionnelle. Et puis, on a un cycle de conférences pour terminer. Alors, le cycle de conférences, c'est sur 2 jours. Sur une première journée, on va intégrer en fait un rappel. Ça va être le premier jour de cours. En fait, ça va être un rappel sur qu'est-ce que c'est qu'un SI, quelles sont les fonctions d'une DSI, quels sont les métiers, le marché, etc. Et puis, on s'intéressera, donc on fera venir des intervenants qui feront des conférences de 2 heures sur des thématiques qui sont en adéquation avec le projet, mais avec le programme, mais qu'on n'a pas abordé dans le cadre du programme. Ça peut être, par exemple, sur la blockchain, sur les IoT, etc., etc. Et on définira les thématiques de concert. Voilà, donc on a terminé pour l'architecture. Alors les débouchés. Alors sur ce graphe, en fait, figurent les entreprises qui ont recruté les étudiants conformes au métier du SI. Enfin, quand je dis conforme, que l'école, IMTBS forme au métier du SI durant les 5 dernières années. Alors, vous pouvez voir que vous avez une première catégorie qui est relative au cabinet d'audit et de conseil en système d'information. Donc là, on a les Big Four, Deloitte, EY, KPMG, PricewaterhouseCoopers. Dans ces cabinets d'audit et de conseil, vous pourrez faire soit de l'audit, soit du conseil. Donc en général, quand on veut faire de l'audit, il faut commencer par faire de l'audit. Quand on fait de l'audit, on peut ensuite basculer sur des activités de conseil ou basculer dans une DSI d'un grand compte. Et puis, vous pouvez aussi aller vers des cabinets qui sont de plus petite taille comme Mazars. Ensuite, deuxième catégorie, tout ce qui touche aux cabinets de conseil en SI et aux ESN. Alors là, on a des très grands cabinets qui sont génériques. Prenons Accenture, prenons IBM, prenons Sopra Steria, Capgemini. Et puis, on a des cabinets qui sont de taille moyenne, comme MC2I, comme Magellan Consulting, comme Devoteam, comme Advolis. Et puis, on a des cabinets aussi qui sont spécialisés sur des métiers, sur des thématiques, enfin sur des fonctions de l'entreprise. Alors, on a par exemple des sociétés de conseil qui sont spécialisées dans les SI RH, dans les SI
pour les réseaux de soins, etc., etc. Donc, vous voyez qu'il y a un très, très grand choix. Et je passe à la dernière catégorie. Bah là, vous allez intégrer en fait la DSI d'un grand compte. Alors, on n'a pas tout détaillé, mais les grands recruteurs en ce moment sont les banques, banques, assurances, opérateurs télécoms, automobiles un peu moins, l'énergie et l'industrie, la grande distribution. On a beaucoup d'opportunités aussi avec le luxe, dans le luxe. Et puis, on a aussi quelques opportunités dans tout ce qui touche à la conformité, certification. Alors, il faut savoir qu'on peut passer facilement du conseil vers la DSI d'un grand compte ou inversement, de la DSI d'un grand compte vers un cabinet de conseil. Donc, ce sera à vous de faire votre chemin, à vous d'y réfléchir. Il faut savoir qu'il y a des cabinets, les cabinets de grande taille sont un peu plus challengeants que les cabinets de taille moyenne. Donc, ça sera à vous, en fonction de ce que vous êtes, de votre parcours, de vos aspirations, ben, de définir en fait les objectifs en termes de recrutement. On passe au slide suivant. Alors, quand on parle des métiers du conseil en SI, c'est vraiment très très large en fait, hein. Alors, on les a un peu structurés ici. Alors, on pourrait, ça reste encore très générique, mais on a tout en dessous ben, le conseil en technologie. Donc, tout ce qui touche aux solutions logicielles, par exemple, benchmark des solutions logicielles, conception de logiciels, définition d'infrastructures, d'architecture, de réseau, etc. Ça, ce sont enfin, des recruteurs qui s'intéressent plutôt à des étudiants qui ont des profils techniques, en fait, hein, qui sortent d'écoles d'ingénieurs. Ensuite, au-dessus, le deuxième strate, ben, on trouve le conseil en management et système d'information. Alors, initialement, on avait le conseil en organisation et le conseil en système d'information, mais de plus en plus, en fait, on joint en fait ces deux composantes parce qu'il y a il y a beaucoup d'interactions entre l'organisation et les systèmes d'information. Le système d'information, en fait, c'est un outil qui va supporter en fait les activités organisées de l'entreprise, hein, qui va gérer les besoins informationnels et les réseaux, enfin les échanges d'informations entre les acteurs impliqués. Donc, selon les projets, on a plus de l'organisation ou moins d'organisation et inversement pour le système d'information. Mais en général, tous ces projets-là impliquent les deux composantes. En parallèle, on a sorti le conseil en gestion de projet parce qu'il y a une forte demande en fait de compétences, par exemple dans le domaine de l'agilité. Et puis, dernière strate, en fait, le conseil en stratégie. Alors là, le but, bah, c'est d'orienter l'entreprise et de l'aider à définir sa stratégie. Ça s'adresse à des consultants qui ont déjà une certaine expérience. Donc, c'est assez rare, en fait, de faire du conseil en stratégie en sortant de l'école, mais c'est quelque chose que vous pourrez, en fait, viser au bout de 3 à 5 ans d'expérience professionnelle. Voilà. Alors en général, on monte dans ce graphe, hein, on part de la technologie et on va vers la stratégie, mais on ne descend pas. Voilà. Et donc vous voyez que systématiquement, il y a enfin, ce métier de conseil nécessite en fait d'avoir des compétences à la fois sur les métiers et sur la technologie. D'où l'intérêt de l'hybridation et une reconnaissance très forte de l'hybridation et des profils hybrides par les cabinets de conseil. Alors, au niveau de ce que vous pouvez faire en fait à la sortie, donc une fois que vous serez diplômé. Alors déjà sur la partie gauche, on a mis quelques éléments sur la rémunération auquel vous pourrez prétendre à la sortie de l'école. Alors on a mis une fourchette de valeur en fait, hein, donc une fourchette qui varie entre 42 000 € et 50 000 €. Alors vous aurez tous des parcours différents. Certains parmi vous seront jeunes diplômés, d'autres auront déjà une expérience professionnelle. Donc ça va beaucoup conditionner le salaire auquel vous pourrez prétendre une fois que vous serez diplômé. On a mis sur la partie droite en fait ben, quelques fonctions, quelques métiers qu'assurent des anciens de l'école. On a mis aussi les entreprises impliquées, mais ça je laisse Myriam vous parler plus précisément de ces aspects-là. Donc je crois que j'en ai terminé, moi, avec mon discours. Je vais passer la main à Anissa, qui est une étudiante qui suit la formation en ce moment.
Merci Michel, bonjour à tous et bienvenue dans ce webcast. Aujourd'hui, je suis parmi vous pour vous expliquer un peu mon parcours et pourquoi j'ai rejoint le MS et MSI et quelles sont les choses que j'ai apprises durant ce master. Donc, je suis issue d'un parcours un peu atypique. J'ai fait une licence en recherche opérationnelle où j'ai découvert un peu tout ce qui concerne l'optimisation. Et c'est là que je me suis intéressée à la data science et un peu à tout ça. Donc j'ai enchaîné à la suite de ma licence sur un master en data science et management que j'ai terminé l'année dernière. Et suite à ça, j'ai rejoint le MS et MSI. Donc pendant mes 2 années de master, j'ai fait une première année d'alternance hem, en tant que data analyst chez, le groupe Unify qui appartient, au groupe TF1 avec des marques comme, Marmiton, Au Féminin ou Doctissimo. Donc je faisais de l'analyse de performance et de l'anticipation des besoins, en publication, vu que c'était, des produits digitaux. Et ensuite, j'ai rejoint, Natixis, qui est une banque d'investissement, et de gestion de fortune qui appartient au groupe BPCE, Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Donc ça fait, bientôt 2 ans que je suis chez eux. J'ai fait, une première année, donc pendant, mon master et j'enchaîne aussi, chez eux cette année en master spécialisé et j'occupe un poste de data project manager. Donc à la suite de mon master, je me suis dit que je voulais continuer, plutôt que de m'orienter, dans des fonctions un peu plus opérationnelles comme les fonctions de data scientist ou de data analyst sur, des postes un peu plus managériels. C'est pour ça que j'ai rejoint le MS et MSI où, on peut aligner, les 2 aspects, opérationnels, et managérial et on a les 2 visions SI et management. Donc ça me permet, de mener à bien mes fonctions, au sein de Natixis. Hem Après pour ce qui est des modules qui m'ont le plus intéressée et qui me sont, les plus utiles, dans mon travail, on retrouve par exemple, la transformation digitale qu'on a fait avec Devoteam. Parce qu'en ce moment on travaille, beaucoup comme Marie l'a dit, sur l'IA générative et sur tout ce qui concerne, l'IA. C'est un sujet d'actualité. Donc, dans ce cadre-là, les modules tels que la transformation digitale ou la conduite du changement me sont très utiles et souvent j'ai l'occasion d'appliquer, ce que je fais à l'école en entreprise et aussi souvent l'inverse, où je découvre des choses en entreprise et ça m'aide aussi dans mes études. Il y a aussi le module que Michel nous a enseigné, qui est, la cartographie la cartographie des processus, donc plus précisément les processus métiers. Avec mon tuteur d'alternance, on s'est entendus, enfin je lui ai parlé de mes aspirations et de ce qui m'intéressait et donc même si je suis sur une fonction orientée data, je lui ai expliqué que j'aimerais bien voir la modélisation de process en entreprise et depuis, j'ai l'occasion de travailler sur un projet d'optimisation, de processus métier, donc en me basant sur, les cours qu'on a fait, avec Michel et c'est ça que je trouve, très, très intéressant avec, cette formation, c'est que et aussi avec l'aspect alternance, c'est que les 2 s'auto-alimentent, d'une certaine manière et qu'on peut, appliquer, ce qu'on apprend, dans l'un comme dans l'autre. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Merci beaucoup pour ton témoignage. On va peut-être passer la parole à Myriam à présent. Bon, bonsoir à tous. Bon, d'abord, je vais vous parler un peu de moi. Moi, je m'appelle Myriam Rubalcaba. Et l'année dernière, j'ai eu le plaisir d'intégrer le master spécialisé en CMSI. Pour mon alternance, j'étais au sein de Schneider Electric en tant que chef de projet IT, chargé des projets associés aux API externes du groupe. Et bon, grâce à cette expérience-là, 6 mois même avant de finir l'alternance, j'ai été embauchée avec eux et actuellement, je reste euh, au sein de Schneider Electric pour m'occuper des API externes du groupe en tant qu'analyste API. Maintenant, je vais vous parler des choses que moi, j'aurais aimé savoir avant d'intégrer le master. Tout d'abord, pourquoi ces formations? Mon parcours, moi, contrairement à Anissa, moi, je viens de l'autre côté. Moi, je viens côté métier. Moi, j'ai fait la licence en économie et gestion avec la majeure en management. Ensuite, j'ai fait un master en management international
à l'IAE de Bordeaux. Et c'est dans mon stage de fin d'études que j'ai eu l'occasion d'intégrer au sein d'Orange Business Services. J'étais en charge de projets liés au cloud. Et à ce moment-là, j'ai appris deux choses. Tout d'abord, je me suis découvert une passion pour tout ce qui était projet IT, mais aussi je me suis rendu compte de tous les manques de connaissances que j'avais côté IT, dont j'avais besoin afin de mieux pouvoir gérer ces genres de projets. Et donc, je me suis intéressée, j'ai commencé à chercher, et je voulais donc complémenter mes études afin d'avoir cette double compétence, pouvoir comprendre en même temps la partie technique, mais aussi rester en côté métier, donc pouvoir être ces ponts, ces traductrices entre les deux mondes, pouvoir gérer des projets. Et donc maintenant, quel était le plus de cette formation? Mais tout d'abord, contrairement aux autres formations, elle est ouverte, comme ils l'ont dit, elle est ouverte aux gens qui viennent comme moi du côté métier, mais aussi aux gens qui viennent du côté technique, ce qui n'est pas dans toutes les autres formations. Aussi, les rythmes en alternance, c'est un grand plus pour moi parce que moi, ayant déjà fini à ce moment-là mon master, je voulais commencer à avoir de l'expérience, donc je voulais travailler. Mais en même temps, je voulais continuer à me former. Donc, l'alternance est vraiment quelque chose qui permet de faire les deux en même temps. Et c'est vraiment très bien. De même, les rythmes, le fait de pouvoir faire 3 semaines puis une semaine de cours, il est vraiment très bien. Parce que ça permet, d'un côté avec les travails, de pouvoir déconnecter cette semaine-là de cours, être vraiment focalisé sur tout ce qu'on voit, se donner à fond dans tout ce qu'on fait. Et après, quand on retourne à l'entreprise, pouvoir revenir avec une nouvelle vision, en ayant appris beaucoup de nouvelles choses et pouvoir les appliquer tout de suite. Aussi, étant donné que j'ai fait mon stage de fin d'études au sein d'Orange Business Services, ça m'a donné une très bonne impression de IMTBS, puisque c'est une école qui est créée anciennement par France Télécom. Et donc, c'était mes collègues justement de VS qui m'encourageaient à intégrer à l'école. Je suis mexicaine, donc à ce moment-là, je ne connaissais pas beaucoup sur les écoles et ça me donnait déjà une très bonne image de l'école et maintenant je peux le confirmer. Ensuite, un grand plus, c'est le fait que les cours soient à Paris. Et il faut savoir qu'il y a un an, ce n'était pas le cas. Nous, on était au campus d'Evry, donc ça faisait qu'une semaine par mois, on devait aller à Evry. Actuellement, ce n'est pas le cas. Et c'est vraiment très bien puisque la plupart des entreprises, vous allez les voir, elles sont basées à Paris. Donc le fait d'avoir le cours, mais aussi votre travail à Paris, c'est vraiment très très bien. Une autre chose par rapport aux cours qui m'ont le plus marqué, dans mon équipe où je suis actuellement de ce pays, il y a aussi les architectes. Donc je pouvais voir dans mon quotidien tous les sujets liés à l'architecture de Schneider, qu'au début, je ne comprenais pas, mais au fur et à mesure avec les cours, je pouvais vraiment voir ce que mes collègues faisaient et ils pouvaient m'expliquer et je pouvais même appliquer et travailler avec eux, ce que je voyais dans les cours. Les cours aussi liés à l'agile qui sont très utiles en tout ce qui est gestion des projets IT, forcément. Et donc tout ça, je l'ai mis en pratique directement. Aussi par rapport à tout ce qui est la vie étudiante et aussi la vie professionnelle, je veux juste te dire que c'est un investissement, c'est un an et ça vaut vraiment la peine. J'ai pu voir au moment où j'ai hésité entre je m'arrête à la fin de mon master en management international et j'ai commencé à travailler, ou bien je m'investis une année de plus et après je peux aspirer vraiment au travail que je veux. Ça vaut la peine, ça demande de l'effort, bien sûr, comme tout dans la vie, tout ce qui vaut la peine, ça demande de l'effort, mais ça le vaut. Une autre chose par rapport à la recherche de travail, c'était bien plus facile. Pourquoi? Parce que, comme ils l'ont mentionné, la plupart des professeurs sont aussi des potentiels employeurs. Donc, j'ai eu l'occasion d'avoir des offres des professeurs, comme quoi on proposait un travail à la fin de l'alternance. Donc, vraiment, il faut se dire que quand on est en cours et qu'on participe, qu'on montre l'intérêt, vous êtes aussi en train de parler à des potentiels employeurs derrière. Bon, c'est tout de mon côté et maintenant, je serai très ravie de répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup Myriam. Donc maintenant, on va prendre vos questions et on va essayer d'y répondre le plus précisément possible. Alors, j'ai une licence en informatique de gestion, un bac+5 en management de projet
et un autre bac plus 5 en ingénierie d'affaires en haute technologie et je suis très intéressée par la formation. Est-ce qu'à l'issue de la formation, je pourrais occuper un poste de business analyst pour à terme devenir un product owner? Est-ce possible de signer un contrat de professionnalisation? Et y a-t-il une moyenne d'âge acceptée? Alors, sur la première question, oui, clairement. Le métier de business analyst est complètement dans les débouchés de cette formation et de product owner également. Il y en a même qui font product owner en sortie d'école, donc c'est pas du tout un souci. Est-il possible de signer un contrat de professionnalisation? Tout à fait. Donc après, c'est à vous de choisir. Je crois que c'est à vous de définir si c'est plutôt apprentissage ou professionnalisation. Et y a-t-il une moyenne d'âge acceptée? Alors là, je ne sais plus très précisément les règles par rapport à l'âge, mais le mieux, c'est que vous vous rapprochiez de l'équipe qui gère les candidats et ils vous répondront sans doute avec toute la précision nécessaire. Sauf si Michel, Je pense que tu non. sais. Oui, je pense qu'il y a non, il y a pas d'âge, type et cetera. Après, je sais qu'il y a un impact sur le contrat qu'on peut signer, si un Sur le contrat de type de contrat, professionnalisation, oui. voilà. Mais, nous, on fait pas de différence, au niveau du recrutement, au regard de l'âge. Alors, bonjour, je suis actuellement data analyst. Je souhaite intégrer la formation. Est-ce compliqué de trouver un stage dans le domaine de l'audit ou de la gestion de projet? Alors, du coup, on est bien d'accord que ce ne sera pas un stage, hein, ce sera bien un contrat en alternance, donc soit apprentissage, soit professionnalisation. Dans le domaine de l'audit, écoutez, nous, on observe quand même que depuis quelques années, les cabinets d'audit sont de plus en plus en recherche d'alternants, chose qui ne se faisait pas encore il y a quelques années, mais on voit clairement depuis un an ou deux que les cabinets d'audit tels PwC, par exemple, accueillent des alternants, donc oui. Et sur de la gestion de projet, complètement. C'est-à-dire qu'on a pas mal d'étudiants dans le master spécialisé ou même dans les formations équivalentes du programme Grande École qui sont en alternance en gestion de projet ou assistance gestion de projet. Peut-être en complément, on peut dire que l'école dispose d'un career center. Donc, vous pouvez vous rapprocher du career center qui peut vous aider en fait à trouver un contrat. Et vous pouvez aussi faire appel à Marie ou à moi parce qu'on a un réseau de professionnels et on peut éventuellement solliciter notre réseau pour vous aider. Alors, bonsoir, merci pour vos témoignages. Y a-t-il des types d'entreprises qui recrutent plus que d'autres en ce moment entre la DSI et les cabinets de conseil? Moi, j'ai l'impression que le marché a pas mal repris. Donc, post-Covid, ça a été un peu compliqué. Là, maintenant, ça a beaucoup repris. Je ne vois pas de différence notable entre les DSI et les cabinets de conseil actuellement. Et c'est vrai que, bon, d'une année sur l'autre, c'est assez fluctuant. Mais Michel, est-ce que toi, tu as une perception autre? Il faut distinguer en fait, selon qu'on parle du contrat d'apprentissage ou du CDI. Au niveau des contrats d'apprentissage, j'ai l'impression que c'est peut-être plus facile de trouver un stage chez un grand compte. Il y a quelques cabinets de conseil qui ont du mal avec le format 3 semaines en cabinet, 1 semaine de cours. Par contre, je dirais que ça se retourne au niveau du premier CDI. Il y a une grosse demande en fait en ce moment dans le conseil et je pense qu'il est plus facile de trouver en fait un CDI dans un cabinet de conseil que chez un grand compte. Mais ça peut évoluer d'ici 1 an, donc c'est Oui, assez c'est ça, fluctuant. c'est que d'une année sur l'autre, ça fonctionne en balancier. Ce qu'on peut dire globalement, il y a quand même beaucoup d'opportunités et que je pense que c'est quand même relativement, là je parle sous le contrôle d'Anissa et de Myriam, mais je pense qu'il est quand même assez facile de trouver soit un contrat, soit un CDI dans le domaine. Oui, je suis d'accord. En plus, la double compétence, elle est très rare et très demandée.
Je confirme aussi pour les tendances d'embauche en alternance par rapport au CDI. C'est vrai qu'en CDI, quand on cherche des offres, on a souvent beaucoup de cabinets de conseil qui recrutent des juniors en tout cas. Bonjour, je suis diplômée d'un bac+5 en audit et contrôle de gestion. J'aimerais savoir si la recherche d'alternance sera beaucoup plus compliquée, étant donné que mon profil est axé sur la finance. Alors, tout dépend quel type de mission en alternance vous recherchez, quel est votre projet. Mais aujourd'hui, il y a quand même une grosse demande de profils avec une expertise en finance, en audit, en contrôle et la capacité à porter des projets de système d'information pour ces métiers-là, notamment dans les banques, mais pas seulement. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous appelez compliqué, mais a priori, il n'y a pas de... C'est pas plus compliqué, je pense. Alors, je suis issue d'une formation en droit du numérique. Je travaille en alternance en banque, principalement sur la conception d'applications Privacy by Design. Très bien. Je souhaite compléter ma formation afin de travailler au service de la transformation digitale des entreprises, plutôt du côté managérial. Pensez-vous que mon profil corresponde à votre formation ? Alors, là, compte tenu de votre background, si je comprends bien, d'études, qui est plutôt une formation juridique, il faudrait regarder un peu plus dans le détail. En même temps, vous avez déjà une expérience en conception d'applications, donc il faudrait étudier un peu plus précisément votre candidature pour vous répondre, mais a priori, pourquoi pas. Michel, est-ce que tu as un autre avis ? Ou des Oui, le compléments à recrutement, apporter. le recrutement, il se fait en 2 phases, en fait. Il y a une première phase où vous nous envoyez un CV, une lettre de motivation. Et sur ces éléments-là, en fait, on vous dit si votre candidature est recevable ou pas, en fait. Et si elle est recevable, là, vous allez déposer un dossier plus complet avec un oral, etc. Donc, moi, je dirais, envoyez-nous votre CV, votre lettre de motivation, et là, on aura plus d'éléments pour vous faire un retour judicieux, en fait. Mais tentez, en fait. Si vous ne tentez pas, vous ne saurez pas. Oui, Donc, il faut tenter parce allez-y. qu'on cherche aussi, enfin on vous l'a expliqué, on cherche vraiment à former des cohortes avec des profils assez diversifiés. C'est ce qui fait la richesse du programme. Donc des parcours un petit peu atypiques, ça nous intéresse toujours. Donc envoyez à notre équipe qui s'occupe du recrutement et puis ils sauront vous dire. Et puis nous, on regardera aussi avec Michel. Oui, les cabinets de Alors, conseil nous bonjour. disent toujours on veut des profils atypiques, mais cohérents. Voilà, donc on regardera ensemble si ça le fait ou pas. Voilà. Bonjour et merci pour ce webinaire. Préconisez-vous un certain type d'entreprise à intégrer en alternance entre cabinet DSI selon le métier souhaité exercer? Alors là, c'est vraiment... enfin, moi, personnellement, je préconise pas. Je trouve que le choix de l'alternance, c'est avant tout en lien avec la mission d'abord qui est proposée. Il y a des missions intéressantes de part et d'autre, donc tout aussi intéressantes. Le choix de l'un ou de l'autre ne prédétermine en rien ce que vous ferez à la sortie. C'est-à-dire qu'on a des étudiants qui font leur alternance dans une DSI qui partent du côté du conseil tout de suite à la sortie. Il y en a d'autres qui font leur alternance dans le conseil et qui partent après travailler dans une DSI. Il y en a qui restent là où elles sont. Voilà, donc il n'y a pas de règle. Donc regardez surtout ce que vous souhaitez faire comme type de mission. Et puis après, si vous vous sentez aussi en adéquation avec la culture de l'entreprise, voilà, il se passe aussi beaucoup au moment de l'entretien. Sentir si vous allez être bien encadré, si vous allez vous sentir bien dans l'équipe. Ça, c'est des critères très, très importants au moment du choix. Je pense que Anissa et Myriam pour le confirmer. C'est vrai.
C'est important d'avoir un petit feeling avec votre manager et d'entretenir de bonnes relations parce qu'au final, il y a un petit dicton que j'ai entendu, c'est: «On ne quitte pas une entreprise, mais on quitte son manager». Du coup, souvent, quand ça se passe mal avec, un manager, on n'a pas trop envie de travailler, avec lui en tout cas et quand c'est l'inverse, on a souvent envie de rester. Donc c'est important de choisir un bon environnement de travail. Je suis tout à fait d'accord. Alors, je suis diplômée en gestion de patrimoine avec une expérience fonctionnelle en finance de marché, accompagnée de plusieurs projets sur de la conduite du changement. J'aimerais savoir si les candidats retenus par votre jury arrivent toujours avant la date butoir à obtenir leur contrat d'alternance professionnalisation. Alors, en règle générale, oui, sachant qu'après après la rentrée, on vous laisse quand même quelques semaines. Je crois que cette année, c'était jusqu'au mois de novembre, si je ne dis pas de bêtises. Oui, même décembre. Même, Ouais. même décembre. Voilà, donc si vous n'avez pas tout à fait trouvé, ça ne vous empêche pas de commencer les cours en septembre. On a l'habitude d'accepter voilà, que l'alternance puisse démarrer un petit peu en différé. Donc en général, ça se passe bien. Est-ce qu'il y a encore une question? Alors, bonjour, merci pour ce webcast. Peut-on se lancer en tant que consultant indépendant à l'issue de la formation ou bien conseillez-vous un certain nombre d'années d'expérience avant de sauter le pas? Michel, est-ce que tu veux répondre à cette question? Alors je dirais, ça dépend de votre parcours, mais quand vous sortez de l'école, en fait, vous êtes, consultant junior, en fait et je dirais que, l'enjeu quand vous intégrez, enfin, un cabinet de conseil, c'est de développer sur les 3 à 5 ans une expertise solide, sur une thématique, en fait, porteuse, style la cybersécurité ou la data et ensuite, je pense que vous pouvez vous lancer en tant qu'indépendant. Mais voilà, quand on sort de l'école, on est consultant junior, quoi, et on devient consultant au bout de 3 à 5 ans, plutôt 3 ans. Donc, enfin, ce n'est que mon avis, mais j'ai l'impression que, en fait, il faut vraiment, enfin, je pense qu'on a intérêt à développer une expertise solide, et donc on apprend beaucoup dans un cabinet de conseil, hein, parce que il y a beaucoup d'encadrement, etc. Vous êtes guidé, et on vous accompagne dans une démarche de progression continue. Et donc, je pense que c'est très intéressant de bénéficier de cet accompagnement, de ces opportunités d'acquérir une expertise solide sur une thématique avant de se lancer en tant qu'indépendant. Voilà, ça serait ma vision, mais si vous vous sentez armé pour vous lancer directement, pourquoi pas. Sachant que aussi quand on exerce en tant qu'indépendant, un facteur de succès, ça va être aussi votre carnet d'adresses. Vous avez raison. Et en fait, un bon moyen de se faire un carnet d'adresses, c'est de commencer par travailler voilà, dans un cabinet de conseil ou dans une entreprise, voilà, et progressivement de se construire un réseau qui va permettre ensuite, éventuellement, de prospérer en tant qu'indépendant. C'est pas forcément évident, alors ça doit arriver, hein, mais c'est pas une trajectoire la plus typique, je dirais, de sortir tout de suite après la formation et de se lancer en tant qu'indépendant. Sauf si éventuellement vous avez déjà engrangé de l'expérience et que vous faites le master spécialisé un peu plus sur le tard. Pourquoi pas, mais voilà. Alors, bonjour Michel, vous avez expliqué que les grands cabinets de conseil étaient plus challengeants. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Alors, je dirais que sur les cabinets de taille moyenne, on est beaucoup plus sensible à l'aspect famille, à l'aspect accompagnement, encadrement. On travaille plus souvent avec les mêmes personnes, donc avec les mêmes équipes, et puis on peut progresser à son rythme en fait. Dans les grands cabinets, c'est plus challengeant parce que dès que vous arrivez, ben, vous êtes intégré dans une équipe
et puis vous devez faire face aux problématiques que vous avez. Donc il faut avoir de la maturité, être sûr de vous, bien supporter le stress. Et vous êtes amené aussi, je pense, à changer plus souvent de projet. Euh, et il faut arriver, il faut se faire sa place, donc il faut se faire connaître. Quand un projet arrive dans un grand cabinet, donc il a affecté un chef de projet qui se constitue son équipe pour le traiter. Et donc, ben, il faut être choisi, etc. Ce qui est, à mon avis, plus facile dans un petit cabinet parce que là, tout le monde connaît tout le monde. Enfin, voilà, je pense qu'on peut progresser à son rythme beaucoup plus facilement dans un cabinet de taille moyenne plutôt que dans un grand cabinet. Mais certains d'entre vous ont un niveau de maturité, un niveau de confiance en eux qui leur permet sans souci d'intégrer un grand cabinet. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça, Myriam et Anissa, mais Non, je pense que vous avez raison. J'ai vu des gens en entreprise qui venaient de grands cabinets de conseil et souvent, enfin, on attendait beaucoup, enfin, c'était plus challengeant oui, pour eux de faire ça, contrairement aux cabinets plus petits. moi je Moi, pense dans que mon le cas, conseil, ouais. pardon. Dans mon cas, j'ai toujours été dans des grands groupes, donc je peux pas vraiment voir, mais parce que vu lorsqu'on était dans des cours, par exemple, dans des cabinets comme Magellan ou NC2I, c'est que l'ambiance est déjà plus familiale. Et ça se voyait, la relation entre eux, c'était plus comme des amis, tous. C'est vrai. Le conseil que je voudrais vous donner, moi, c'est n'ayez pas d'idées préconçues. En fait, trouvez un environnement qui correspond à ce que vous êtes et à vos aspirations, et dans lequel vous sentez que vous pouvez être bien et vous épanouir, quoi. Et donc, vous êtes tous différents. Et donc, l'idée, c'est c'est de trouver ce qui vous correspond. Alors, l'école accompagne-t-elle la recherche d'alternance? Oui, comme le disait Michel tout à l'heure, on a un Career Center duquel vous pourrez vous rapprocher sitôt la phase d'inscription terminée. Enfin, votre inscription confirmée en tout cas, et puis et qui vous accompagnera à la fois pour mettre à jour votre CV, orienter vos recherches, vous partager des offres que nous on reçoit de la part des entreprises, vous mettre en relation, et puis qui vont vous suivre un petit peu, vous préparer aux entretiens, etc. Oui, vous êtes accompagné. Alors bien sûr, ceux qui ont déjà une alternance, ça arrive, ou qui ont déjà des pistes, c'est très bien. Et puis les autres, évidemment, sont accompagnés pour cela, oui. Si je peux ajouter quelque chose, alors j'ai vu quelques personnes qui n'avaient pas d'alternance avant, après le début de l'année, et ce qui était très sympa aussi, c'est de voir l'accompagnement que ces personnes ont eu de la part de Michel et de Marie. Donc ils ont fait des petits, enfin ils leur ont parlé, ils ont pris le temps de comprendre leur profil et leurs aspirations, et ils les ont orientés de façon à les aider au plus, en tout cas dans leur recherche. Et ça, c'était très, très sympa. Alors, comment se déroule la préparation au mémoire? Alors, Anissa, vous qui êtes en plein dedans, vous pouvez peut-être en parler. Yes. Alors pour la préparation du mémoire, on doit le rendre cette année, en tout cas en juillet. Et pour ça, on a été accompagnés dans le début. Alors on a un référent interne à l'école. Dans mon cas, c'est Marie. Et on a aussi eu un accompagnement d'une professeure de l'école, donc pour nous expliquer toute la méthodologie, ce qui était attendu. On lui expliquait ce qu'on a envie de faire dans le cadre de notre mémoire, et elle nous orientait, elle nous disait si ça c'était à garder ou peut-être à mieux éclaircir. Et aussi on a pu lui envoyer des articles de recherche qu'on a retrouvés sur les sujets qu'on voulait, et elle nous disait ce qui était à garder et ce qui était à mettre de côté. Donc ça, c'était un très bon accompagnement. Je ne sais pas si j'ai Oui, répondu à la voilà. question. C'est vrai que si, complètement. Non, ce qu'on peut peut-être juste rajouter, c'est que on essaye de fixer des jalons un peu. Donc, il y a ces 2 journées et demie d'accompagnement vraiment dédiées aux mémoires.
où effectivement, là pour le coup, c'est notre collègue Chantal Morlet qui assure ce cours et qui aide vraiment les étudiants à la fois à définir d'abord une thématique, à partir de la thématique, définir une problématique, d'identifier des références pertinentes pour traiter cette problématique, faire un choix de méthode pour la partie empirique, etc. Donc ça, c'est étape par étape. Et puis en parallèle de ça, il y a des jalons qui sont fixés par l'école pour remettre des rendus intermédiaires et qui permettent de dialoguer avec le référent école. Et de recevoir des feedbacks régulièrement. Donc c'est vrai que quand on respecte bien ces jalons, voilà, il y a un accompagnement un peu en douceur, je dirais, qui se fait en théorie et qui est prévu en tout cas pour que ce ne soit pas un mémoire fait en dernière minute au dernier moment. Alors, bonsoir, est-ce que ce master est conseillé pour des bacs plus 5 avec 2 ans d'expérience dans le secteur IT? Exactement, l'automatisation des tests logiciels. Alors, là, comme ça, oui, un bac plus 5 avec 2 ans d'expérience dans le secteur IT où vous avez travaillé plutôt sur l'automatisation de tests, pourquoi pas? Il faudrait qu'on examine vraiment complètement le dossier, là encore, n'hésitez pas à l'envoyer. Et par contre, là, ce qui me vient comme ça, c'est quel est votre projet? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et pourquoi ce master spécialisé viendrait vous permettre de concrétiser le projet plus que si vous le faites comme ça maintenant, quoi. Voilà, ça, c'est important d'y réfléchir. Alors, nous conseillez-vous des ouvrages ou des revues spécialisées en amont de la formation? Alors, Michel, tu veux peut-être répondre à cette question? Oui, si vous le souhaitez. On peut même vous suggérer des MOOC à suivre d'ici la rentrée qui aura lieu en septembre, enfin fin septembre. Donc pourquoi pas, oui. Il suffit que Oui, vous nous faites. Alors il faut qu'on connaisse votre profil pour qu'on puisse vous donner en fait des informations judicieuses. Mais oui, pourquoi pas. Et ce serait même c'est plutôt enfin ce serait même plutôt un bon appréciable. Oui, signe. oui. Mais après, Oui, oui. voilà, en fonction de votre background, là encore, on vous orientera vers tel ou tel autre. Certains d'entre vous ont déjà fait de la gestion de projet, donc bon, bah, très bien. D'autres n'en ont jamais fait, donc peut-être qu'une mise à niveau peut être intéressante. Et sur la partie système d'information, ceux qui ont jamais abordé les questions de données, de gestion de base de données, de développement informatique, ça peut être bien d'avoir quand même un petit vernis avant d'arriver. Donc voilà. Si on devait vous formuler des conseils, on regarderait d'abord votre profil et votre background, et en fonction de ça, on vous conseillera des choses pour vous mettre à niveau si c'est nécessaire. Alors, pour des personnes qui résident hors de Paris et ont leur entreprise également hors de Paris, l'école a-t-elle des partenariats pour des locations hebdomadaires à Paris? Alors, à ma connaissance, je ne crois pas. Mais ça, c'est vraiment une question à poser au service de l'Executive Education au moment de la prise de contact. Surtout, n'hésitez pas parce que ça, ils sauront vous répondre. Je pense qu'il n'y en a pas à Paris. Par contre, vous pouvez être logé sur notre campus parce qu'on a des chambres et tout. Et chaque année, il y a des étudiants qui sont logés pendant ces semaines de formation à Évry, ici, sur notre campus. Oui, moi aussi, je peux ajouter, pendant mon année en master spécialisé, il y avait des gens qui étaient à Lyon ou même à Rennes et qui venaient exprès cette semaine de cours. Bon, à ce moment-là, c'était à Évry, où ils s'étaient logés, et après, ils repartaient à l'endroit où ils étaient pour l'entreprise. Ouais. Oui, je sais qu'à Évry, c'est possible. Sur notre campus d'Évry, c'est possible parce que c'est un vrai campus avec des logements étudiants, une vie associative très riche, etc. Sur le site de Paris où ont lieu les cours, là, par contre, je ne sais pas, et je pense vraiment ça vaut le coup de poser la question. Alors, bonsoir. Quelle serait, selon vous, la journée type d'un consultant SI?
Il n'y a pas Alors, de est-ce journée que type, je une... dirais. Ça change tout le Mm, temps. Et en fait, ça dépend aussi des projets sur lesquels vous travaillez. Donc, il y a des phases d'interprojet où là, vous restez dans le cabinet, vous vous formez par vous-même, enfin, vous documentez. Et puis après, si vous êtes en train de travailler sur un projet, ben, je dirais que plus on se rapproche de la deadline, plus le niveau d'engagement est important. Mais Myriam, Anissa, si vous voulez compléter. Non, je pense que c'est vrai ce que vous avez dit. Je pense que ce qu'on fait, ben, il n'y a pas de journée type, tout dépend de l'entreprise dans laquelle on est, le type de projet qu'on fait, mm. quelle est la deadline du projet, si c'est sur 3 mois, si c'est sur un an. Enfin, il y a plein de conditions et on ne peut pas trop définir une journée type. Oui, Je c'est suis aussi ce d'accord. qui fait l'intérêt du métier, Oui. je dirais. Mm. C'est quand on aime la diversité, voir plein de problématiques clients différents, travailler dans des entreprises différentes, sur des sujets différents. Euh, voilà. Donc oui, c'est difficile de donner une journée type. Est-ce qu'il y a encore une question? Alors, bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation. Qu'entendez-vous par manager responsable abordé dans le contenu du programme? Alors, la notion de responsabilité, elle est complètement liée en fait aux enjeux de ce qu'on appelle la responsabilité sociétale, environnementale de l'entreprise, hein. On parle aussi beaucoup des ESG aujourd'hui. Donc derrière la notion de responsabilité, il y a d'abord avoir un usage éthique, raisonné du numérique. Donc être capable quand on conçoit un système d'information, mais aussi quand on accompagne les métiers dans leur réflexion, être capable d'intégrer les questionnements éthiques, les questionnements environnementaux. Il y a un cours sur le pilotage de l'empreinte carbone de l'IT. C'est aussi être conscient quand même au moment de la conception et dès la conception de l'implication environnementale des services que vous êtes en train de développer. Et puis, il y a aussi tout l'aspect sociétal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de problématiques autour de l'inclusion numérique. Il y a des populations qui restent, hélas, très oubliées, très en retrait. C'est vrai qu'on est dans un monde qui se digitalise beaucoup, notamment les services publics, et il y a des personnes qui ne sont pas armées pour pouvoir bénéficier de ces services ou de ces produits numériques. Et donc, c'est important aussi quand on conçoit, quand on manage un système d'information, de penser à toutes les populations et à les intégrer dans les choix qui sont faits. Voilà. Est-ce que tu veux compléter, Michel, sur ce point? Oui, sur ce thème, pour illustrer, on a une intervention qui est faite Magellan avec Emmaüs Connect, en fait, sur cette thématique-là d'inclusion sociale. Voilà, il y a aussi la question de la fresque numérique qui vous sensibilise aussi à la question de l'empreinte carbone du digital. Voilà, il y a différents sujets, il y a des cours d'éthique aussi, voilà. J'espère que j'ai bien répondu à la question, enfin que j'étais assez claire avec Michel. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, donc du coup, il n'y a plus de questions. Donc, nous vous remercions vraiment infiniment pour votre participation et vos questions nombreuses. Pour tout besoin d'informations complémentaires, surtout, n'hésitez pas à laisser vos questions dans le chat. On n'a peut-être pas répondu à toutes les questions, mais on reviendra rapidement vers vous pour y répondre. Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre participation et merci à tous les trois, Anissa, Myriam, Michel. Merci à Au revoir, à vous. Bonsoir. bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.